Et si la personne que vous pensiez avoir perdue pour toujours avait continué à vivre à seulement quelques mètres de vous, sans que vous ne le sachiez? En mars 1972, à Lyon, une femme nommée Marguerite Delaunay découvre par hasard une vieille photographie prise 23 ans plus tôt. Une photo qui semble banale. Elle, souriant devant une confiserie. Mais dans le reflet de la vitrine, quelque chose attire son regard. Un visage qu'elle connaît trop bien. Un visage qu'elle croyait mort depuis la guerre. Ce qu'elle va découvrir ensuite bouleversera tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la perte et la mémoire. Restez avec moi. Je vais vous raconter cette histoire dramatique inspirée de faits réels qui prouvent que certaines vérités ne se révèlent qu'au moment où le cœur est prêt à les voir. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela nous aide énormément à partager ces histoires humaines qui nous rappellent d'où nous venons et ce que nous avons traversé. Chaque commentaire compte et chaque mémoire mérite d'être entendue. Mars 1972. Une petite galerie au centre de Lyon. Marguerite Delaunay hésite devant la porte vitrée, ses genoux arthritiques protestant contre le froid humide. Elle a 53 ans, des cheveux gris qu'elle ne teinte plus depuis longtemps, et aucune envie d'être là. Mais Marie-Claire Arnaud, la fille du photographe décédé, a insisté pendant 3 semaines. Il y a une photo de vous, Madame Delaunay. De 1949. Vous étiez si belle. Venez, s'il vous plaît. Marguerite pousse la porte. L'exposition s'appelle « Visage de la reconstruction ». 38 photographies de rue, prises entre 1945 et 1970 par Henri Arnaud, photographe ambulant disparu l'année précédente. L'inventaire notarial réalisé par Maître Lebrun mentionne 2847 négatifs, mais Marie-Claire n'en a sélectionné qu'une poignée pour cette modeste exposition. Marguerite avance lentement entre les cadres. Des visages inconnus, des rues qu'elle reconnaît à peine. Lyon a tellement changé. Puis elle s'arrête. La photo est là, agrandie, fixée au mur sous un éclairage doux. Une femme devant une confeitaria. Des enfants qui courent en arrière-plan. Du soleil sur les pavés. Cette femme, c'est elle. 31 ans, un sourire timide, une robe claire qu'elle a cousue elle-même avec un reste de tissu acheté au marché. Elle se souvient de ce jour. Avril 1949. Un samedi. Elle sortait de la confiserie de Madame Bertrand, qui comme toujours avait oublié de lui faire payer le pain. Un photographe l'avait arrêtée. « Souriez, madame. » Elle avait souri par politesse, puis était rentrée chez elle sans y penser. Marguerite fixe la photo, et quelque chose en elle se détend. Elle était jeune. Elle avait encore l'air vivante, malgré tout. Puis, sans savoir pourquoi, son regard glisse vers la vitrine de la confiserie, reflétée dans la photographie. Et là, entre les gâteaux et les pains exposés, elle voit un contour, une silhouette, un visage. Le monde s'arrête. Son cœur cogne contre ses côtes comme un oiseau affolé. Elle s'approche du cadre, les mains tremblantes, et pose ses doigts sur le verre froid. Non, c'est impossible. Elle cligne des yeux. Le reflet est toujours là. Un homme. Un casaco gris. Les épaules légèrement voûtées. Ce visage. Mon Dieu, ce visage. Lucienne Bérard, son ancienne voisine de la rue Mercière, s'approche en souriant. « Marguerite, c'est bien toi? Tu étais si jolie ?» Mais Marguerite ne répond pas. Elle fixe le reflet comme si elle pouvait traverser le temps à travers le verre. Lucienne suit son regard, fronce les sourcils, et soudain son sourire s'efface. Elle murmure, presque pour elle-même. « Ce n'est pas possible. » C'est lui. Marguerite se tourne vers elle, incapable de parler. Lucienne répète, plus fort cette fois. « C'est André. Je reconnais le casaco. Celui que tu lui avais raccommodé en 1941. Le col était déchiré, tu te souviens? Tu avais passé une soirée entière à le repriser. » Marguerite sent ses jambes se dérober. Elle s'agrippe au bras de Lucienne. « C'est impossible, » répète-t-elle comme une prière. « Il est mort. Il est mort en 1943. Mais le reflet est là. Net. Indéniable. André Delaunay. Son mari.
L'homme qu'elle avait aimé. L'homme qu'elle avait perdu. L'homme qu'elle croyait enterré dans une fosse commune quelque part en Allemagne. Et il était là, en 1949, à Lyon, à 3 mètres d'elle, la regardant. Marie-Claire Arnaud accourt, alertée par les voix. Que se passe-t-il? Marguerite ne peut pas répondre. Lucienne explique à voix basse. Le reflet. Dans la vitrine. C'est son mari. Il avait disparu pendant la guerre. Marie-Claire observe la photo, perplexe. Vous en êtes sûre? Lucienne hoche la tête avec force. J'ai vécu à côté d'eux pendant 10 ans. Je connais ce visage aussi bien que le mien. D'autres visiteurs s'approchent, curieux. Marguerite sent leur regard sur elle. Elle voudrait partir, disparaître. Mais elle ne peut pas détacher ses yeux de la photo. André. Si proche. Si vivant. Alors même qu'elle le croyait mort depuis 6 ans à ce moment-là. Pourquoi était-il là? Pourquoi ne lui avait-il pas parlé? Pourquoi l'avait-il simplement regardé, caché derrière cette vitrine, comme un fantôme observant une vie qu'il ne pouvait plus toucher? Lucienne la serre contre elle, et Marguerite sent les larmes monter. Pas de sanglots, juste un tremblement silencieux qui part du ventre et remonte jusqu'à la gorge. Ce n'est pas de la tristesse, c'est quelque chose de plus vieux, de plus profond. Un mélange de soulagement et de douleur si violente qu'elle ne sait plus si elle respire encore. Quelqu'un apporte une chaise. Marguerite s'assoit, le regard toujours fixé sur le reflet. Marie-Claire propose d'appeler un médecin, mais Marguerite secoue la tête. Non, ça va. Elle ment. Rien ne va. Tout s'effondre. 6 ans. Pendant 6 ans, il avait été vivant. Et elle ne l'avait pas su. Un homme dans le public, un journaliste local, demande si elle accepterait de raconter son histoire. Pour le journal Le Progrès. Marguerite ne répond pas tout de suite. Puis elle murmure. Je ne sais pas encore quelle était mon histoire. Il faut que je comprenne. Que je sache ce qui s'est passé. Marie-Claire propose de lui prêter la photographie pour qu'elle puisse l'étudier, mais Marguerite refuse. Elle a peur que si elle l'emporte, le reflet disparaisse. Comme si c'était un mirage. Elle demande simplement l'autorisation de revenir. Tous les jours si nécessaire. Marie-Claire accepte immédiatement. Marguerite reste assise devant la photo jusqu'à la fermeture de la galerie. Lucienne reste à ses côtés en silence. Quand elles sortent enfin dans la rue, le soir tombe sur Lyon. Marguerite lève les yeux vers le ciel gris et dit à voix basse. S'il était vivant en 1949, peut-être qu'il a vécu encore longtemps après. Peut-être qu'il vit encore quelque part. Lucienne ne répond pas. Elle sait, comme Marguerite au fond, que si André était encore en vie, il aurait trouvé un moyen de revenir. Mais cette pensée est trop cruelle pour être dite à voix haute. Alors elle marche en silence dans les rues de Lyon, et Marguerite se demande combien de fois André a peut-être marché dans ces mêmes rues, invisible, à quelques mètres d'elle, sans qu'elle le sache. Pour comprendre ce reflet, il faut retourner en arrière. 23 ans plus tôt, en 1949. Mais pour comprendre 1949, il faut remonter encore plus loin. À 1943, l'année où tout a basculé. Lyon, mars 1943. Une ville sous occupation allemande où chaque bruit de pas faisait battre les cœurs plus vite. Marguerite Delaunay avait 25 ans et cousait des robes pour les épouses des collaborateurs. Elle détestait ce travail, mais c'était ça, ou mourir de faim. Son mari André, 28 ans, travaillait comme employé municipal au service des archives. Un travail discret, trop discret. Ce que Marguerite ne savait pas à l'époque, c'est qu'André utilisait son accès au registre pour falsifier des documents d'identité. Des enfants juifs disparaissaient des listes. Des adresses étaient modifiées. Des dates de naissance changées. Les archives départementales du Rhône conservent encore aujourd'hui des traces de ces modifications, découvertes lors d'une enquête menée en 1987. Plus de 200 enfants ont ainsi échappé aux rafles grâce à ces falsifications discrètes. Marguerite cousait. André mentait aux nazis. Et tous les soirs, ils dînaient ensemble en silence, chacun protégeant l'autre de vérités trop dangereuses. Marguerite avait remarqué qu'André rentrait tard, qu'il sentait parfois l'encre et la sueur froide.
qu'il sursautait au moindre coup frappé à la porte. Mais elle ne posait pas de questions. À Lyon, en 1943, ne pas savoir était parfois la seule façon de survivre. Puis, un soir de mars, la Gestapo a frappé. 3 hommes en manteau noir. Marguerite était seule. André n'était pas encore rentré. Elle se souvient encore du froid métallique du canon de pistolet contre sa tempe pendant qu'ils retournèrent l'appartement. « Où est votre mari, Madame Delaunay ?» Elle avait répondu la vérité. « Je ne sais pas. Il travaille tard parfois. » Cette réponse lui avait sauvé la vie. Si elle avait su où il se trouvait réellement, elle aurait peut-être parlé sous la torture. Mais on ne peut pas révéler ce qu'on ignore. Les fiches d'interrogatoire conservées aux archives départementales montrent que Marguerite a été questionnée 3 fois en 1 semaine. Toujours les mêmes questions. Où cache-t-il les enfants? Qui sont ses complices? Combien de faux papiers a-t-il fabriqués? Et toujours les mêmes réponses. Je ne sais pas. Je ne savais rien. Je suis juste sa femme. André a été arrêté 2 jours plus tard, trahi par un collègue qui avait vendu des noms pour sauver sa propre famille. Les registres de la Gestapo, versés aux archives nationales françaises dans la série F9, confirment son arrestation le 18 mars 1943. Accusation formelle, aide à la dissimulation de juifs et falsification de documents administratifs. Peine, déportation immédiate vers le camp de Drancy, puis transfert vers l'Est. Marguerite ne l'a jamais revu. Elle a appris son arrestation par une voisine qui avait vu les soldats l'emmener, menottes aux poignets, le visage tuméfié. Elle s'est précipitée au commissariat, puis à la Gestapo, puis partout où on acceptait de la recevoir. Partout, la même réponse glaciale. Votre mari est un criminel. Il sera jugé selon les lois du Reich. Vous devriez vous estimer heureuse de ne pas être arrêtée vous-même. 3 semaines plus tard, un officier allemand est venu la voir. Un homme au visage sévère qui parlait français avec un accent guttural. Il lui a posé une seule question. Saviez-vous ce que faisait votre mari? Marguerite a compris que sa vie dépendait de cette réponse. Elle a baissé les yeux, a laissé ses épaules s'affaisser et a murmuré d'une voix cassée. Non, je ne savais rien. Il ne me parlait jamais de son travail. Je cousais. C'est tout ce que je faisais. L'officier l'a observé longuement, puis a hoché la tête. Vous serez placé sous surveillance administrative. Si nous découvrons que vous avez menti, vous rejoindrez votre mari. Compris. Marguerite a hoché la tête. Elle était libre. Mais cette liberté avait le goût de la trahison. Elle avait sauvé sa peau en niant toute complicité, en abandonnant André à son sort. Et même si rationnellement elle savait que c'était la seule chose à faire, une partie d'elle ne se l'est jamais pardonnée. Les mois ont passé. Marguerite continuait à coudre. Les voisins la regardaient différemment. Certains avec pitié, d'autres avec mépris. Elle était la femme d'un résistant, mais elle n'avait pas été arrêtée. Cette équation ne fonctionnait pas dans les esprits. Soit elle était complice et avait trahi pour se sauver, soit elle était stupide et n'avait rien remarqué. Dans les 2 cas, elle était coupable. En août 1943, un prêtre de la paroisse Saint-Nizier lui a apporté une nouvelle. André était vivant. Il avait réussi à s'échapper lors d'un transfert de prisonniers entre Drancy et le camp de transit suivant. Le convoi avait été attaqué par un groupe de résistants. Dans la confusion, plusieurs prisonniers s'étaient enfuis dans les bois. André faisait partie d'eux. Les archives militaires allemandes confirment cet incident. Le 12 juillet 1943, un convoi ferroviaire a été attaqué près de Chalon-sur-Saône. 8 prisonniers ont disparu, dont André Delaunay. Marguerite a pleuré de soulagement. Puis elle a attendu. Des jours, des semaines, des mois. André ne revenait pas. Pas de lettres, pas de messages. Rien. Le prêtre lui expliquait que c'était normal. Trop dangereux de rentrer. La Gestapo surveillait encore l'appartement. Mais à mesure que les mois passaient, l'espoir de Marguerite s'effritait. En 1944, avec la libération de Lyon, elle a pensé qu'il reviendrait enfin. Mais non. La ville se remplissait de survivants squelettiques, de familles qui se retrouvaient, de cris de joie et de larmes.
Marguerite attendait près de la gare tous les jours. Elle scrutait chaque visage, chaque silhouette. André n'est jamais descendu d'aucun train. En 1945, les listes de déportés ont commencé à circuler. Le nom d'André Delaunay apparaissait sur une liste de personnes disparues, présumées décédées. Aucune confirmation. Aucune tombe. Juste un nom sur une feuille dactylographiée. Marguerite a refusé d'y croire pendant des mois. Puis, lentement, elle a commencé à porter le deuil. Pas officiellement, juste dans son cœur. Elle a rangé les photos, donné les vêtements d'André aux pauvres, transformé son bureau en atelier de couture. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'André était vivant, qu'il s'était réfugié dans une petite aldeia des Alpes de Haute-Provence, à 150 km de Lyon, qu'il vivait sous le nom d'Armand Delmas, marchand ambulant, qu'il pensait à elle chaque jour, et que, en 1949, quelque chose l'avait poussé à revenir. Saint-Julien-du-Verdon, avril 1949. André Delaunay, qui se faisait appeler Armand Delmas depuis 6 ans, se réveille avec la gueule de bois. Encore. La bouteille de vin rouge vide sur la table de sa chambre minuscule témoigne de sa soirée. Il a 34 ans, mais il en paraît 45. Les cheveux grisonnants, les épaules voûtées, les mains calleuses d'un homme qui travaille le bois pour oublier. Il vit seul dans une petite maison à la sortie du village. Les registres paroissiaux de l'église Sainte-Anne montrent qu'Armand Delmas est arrivé à Saint-Julien en septembre 1943, prétendant venir de Marseille après avoir perdu sa famille dans un bombardement. Le curé l'a accueilli sans poser trop de questions. À l'époque, tout le monde avait quelque chose à cacher. André a appris le métier de menuisier par nécessité. Il fabrique des chaises, des tables, des cercueils. Parfois, il répare les jouets cassés des enfants du village. C'est la seule chose qui lui donne encore un semblant de paix. Voir un petit garçon sourire en récupérant son cheval de bois réparé, entendre une fillette rire en retrouvant sa poupée rafistolée. Ces moments-là, il ne boit pas. Ces moments-là, il se souvient qu'il a été bon autrefois, qu'il a sauvé des vies. Mais la plupart du temps, il boit. Parce que boire efface le visage de Marguerite. Boire efface la culpabilité d'avoir fui ce train pendant que d'autres mouraient. Boire efface le fait qu'il est un lâche qui s'est caché pendant que sa ville se libérait. Il se répète qu'il a disparu pour protéger Marguerite, que si la Gestapo l'avait trouvé, elle aurait été arrêtée. Mais au fond de lui, dans les moments de lucidité cruelle entre deux verres, il sait la vérité. Il a eu peur, peur de retourner, peur d'affronter ce qu'il était devenu, peur de voir dans les yeux de Marguerite qu'il n'était plus l'homme qu'elle avait aimé. Ce matin d'avril 1949, André décide brusquement qu'il veut la revoir. Pas lui parler, juste la voir. Savoir si elle va bien. S'assurer qu'elle a survécu à la guerre. C'est une idée stupide, il le sait. Dangereuse même. Mais il a bu, et l'alcool rend les idées stupides attrayantes. Il prend le car pour Gap, puis le train pour Lyon. 4 heures de voyage pendant lesquelles il se dit qu'il va faire demi-tour, qu'il devrait rentrer, que c'est de la folie. Mais il descend du train. Et ses pieds le portent automatiquement vers leur ancien quartier. La rue Mercière, l'appartement où ils avaient vécu. Il s'arrête au coin de la rue, le cœur battant. Il voit l'immeuble, les fenêtres du 2e étage, leur chambre, leur cuisine. Mais les volets sont fermés. Personne ne semble vivre là. André erre dans le quartier comme un fantôme. Il reconnaît certains commerces. D'autres ont changé. La boulangerie a été remplacée par un marchand de tissus. La pharmacie est devenue un café. Lyon s'est reconstruite. La vie a continué, sans lui. Il se sent soudain stupide. Qu'espérait-il trouver? Marguerite figée dans le temps, attendant son retour comme dans un roman. Elle a sûrement refait sa vie. Peut-être s'est-elle remariée. Peut-être a-t-elle quitté Lyon. Il s'apprête à repartir quand il la voit. De l'autre côté de la rue. Devant la confiserie Bertrand. Marguerite. Sa Marguerite. Elle porte une robe simple, claire, qu'elle a probablement cousue elle-même. Ses cheveux sont plus courts qu'avant. Elle a maigri. Mais c'est elle. Il reconnaîtrait sa silhouette entre mille. La façon dont elle se tient, légèrement penchée vers l'avant, comme si elle portait un poids invisible sur les épaules.
André sent ses jambes se dérober. Il s'appuie contre la vitrine de la confiserie pour ne pas tomber. Marguerite sort du magasin avec un pain sous le bras. Elle sourit. Un petit sourire poli, fatigué, mais un sourire quand même. André n'a pas vu ce sourire depuis 6 ans. Il avait oublié à quel point il illuminait son visage. Il veut traverser, courir vers elle, la serrer dans ses bras. Mais ses pieds restent cloués au sol. Parce qu'il voit aussi autre chose dans ce sourire. La paix. Une forme de paix qu'il n'a plus. Marguerite a survécu. Elle a trouvé un équilibre. Et si elle le voyait maintenant, avec sa barbe mal rasée, ses vêtements usés, son haleine qui sent le vin, que verrait-elle? Pas l'homme qu'elle avait aimé. Un étranger. Un fantôme pathétique. Un photographe ambulant s'approche de Marguerite. Souriez, madame. Juste pour immortaliser cette belle journée. Marguerite hésite, puis sourit. Un vrai sourire cette fois. Pas forcé. Presque heureux. Le photographe prend la photo. Le déclic résonne dans l'air. Et André comprend. Elle va bien, sans lui. Elle a réussi à continuer. Et s'il débarque maintenant? S'il détruit cette paix fragile qu'elle a mis 6 ans à construire? Que restera-t-il? Les gens qui connaissaient Armand Delmas à Saint-Julien racontaient qu'il parlait parfois de sa famille perdue. Une épouse. Des enfants peut-être. Mais il ne donnait jamais de détails. Le patron du bar local se souvient qu'Armand buvait toujours seul, assis au fond de la salle, fixant une photo qu'il gardait dans sa poche. Personne n'a jamais vu cette photo de près. Mais ceux qui l'ont aperçue décrivaient une femme souriante devant une vitrine. André reste immobile, caché derrière la vitrine, pendant que Marguerite s'éloigne. Il la regarde marcher dans la rue, le pain sous le bras, le soleil dans les cheveux. Et il prend la décision la plus difficile de sa vie. Il ne lui parlera pas. Il ne reviendra pas. Il la laissera vivre sa vie. C'est le seul cadeau qu'il peut encore lui offrir, la liberté de l'oublier. Il retourne à la gare, achète un billet pour Gap, puis prend le car pour Saint-Julien. Pendant tout le trajet, il ne pense à rien. Il regarde défiler les montagnes par la fenêtre, et il se sent étrangement léger. Il l'a vue. Elle va bien. C'était tout ce qu'il voulait savoir. Vraiment. C'était suffisant. Les années qui suivent sont décrites dans les lettres que les habitants de Saint-Julien ont envoyées à un chercheur en 2003. Armand Delmas était devenu un homme encore plus solitaire. Il parlait peu, buvait plus, mais il continuait à réparer les jouets des enfants, à fabriquer des meubles solides, à vivre sa petite vie discrète. Le curé du village, le père Mathieu, se souvient d'une confession en 1956. Armand lui avait dit « J'ai eu une vie bonne, petite, mais bonne. Et j'ai aimé quelqu'un vraiment. Je crois que c'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent dire. » En février 1957, un incendie détruit la maison d'Armand Delmas. La certidon de Hobito enregistrée à la mairie de Saint-Julien indique une mort accidentelle. Armand est retrouvé dans sa chambre, probablement endormi quand le feu a pris. Il avait 39 ans. Dans les décombres, les pompiers trouvent très peu d'objets personnels. Pas de papier d'identité valable. Quelques outils de menuiserie. Et une photo, miraculeusement intacte, protégée dans une boîte en métal. Une femme souriante devant une confiserie. Au dos, quelques mots écrits à la main. Lyon, mars 1972. 3 jours après avoir vu la photo. Marguerite n'a presque pas dormi. Elle retourne à la galerie chaque matin dès l'ouverture. Elle s'assoit devant la photo et fixe le reflet. Lucienne vient avec elle. Marie-Claire apporte du café. Les autres visiteurs chuchotent en passant. C'est elle, la femme de la photo. Paraît qu'elle a reconnu son mari mort. Le journaliste du Progrès revient. Cette fois, Marguerite accepte de parler. L'article paraît le 12 mars 1972. Petit entrefilé en page 6. Mystère autour d'une photo d'après-guerre. Une veuve reconnaît le reflet de son mari disparu. L'article mentionne qu'André Delaunay avait été déporté en 1943, qu'il s'était échappé et qu'on le croyait mort. Mais si c'est bien lui sur cette photo prise en 1949, cela signifie qu'il a survécu au moins 6 ans après sa disparition. L'article suscite quelques réactions.
Des gens qui se souviennent d'André. D'autres qui prétendent l'avoir vu après la guerre. Des pistes qui ne mènent nulle part. Mais une lettre attire l'attention de Marguerite. Elle vient d'un homme de Saint-Julien-du-Verdon, un village des Alpes de Haute-Provence. « Je ne suis pas sûr », écrit-il. Mais il y avait un homme ici qui ressemblait à la description. Il s'appelait Armand Delmas. Il est mort dans un incendie en 1957. Marguerite lit la lettre 3 fois. Armand Delmas. Les initiales sont presque les mêmes. A.D. André Delaunay. Ce pourrait être une coïncidence. Mais son cœur lui dit que non. Elle prend sa décision immédiatement. Elle va à Saint-Julien. Lucienne propose de l'accompagner, mais Marguerite refuse. Elle doit faire ce voyage seule. C'est quelque chose entre elle et André. Entre elle et le fantôme qu'elle a porté pendant 29 ans. Elle prend le car pour Gap le lendemain matin. 8 heures de route. Ses genoux la font souffrir, mais elle s'en fiche. À Gap, elle prend un autre car local pour Saint-Julien-du-Verdon. Un petit village accroché à la montagne. Quelques maisons en pierre, une église, un bar. Exactement le genre d'endroit où on peut disparaître. Marguerite descend sur la place du village avec son sac à main et une photo d'André prise en 1942. La seule qu'elle a gardée. Elle entre dans le bar. Le patron, un homme dans la soixantaine avec une moustache grise, la regarde avec curiosité. « Bonjour madame. Que puis-je pour vous ?» Marguerite pose la photo sur le comptoir. « Vous connaissez cet homme. Il aurait vécu ici sous le nom d'Armand Delmas. » Le patron prend la photo, l'observe longuement et hoche lentement la tête. « Armand. Oui. Il habitait à la sortie du village. Un menuisier. Solitaire. Buvait pas mal. Il est mort il y a 15 ans. Incendie. Désolée, madame. C'était de la famille. » Marguerite sent sa gorge se serrer. C'était mon mari. Le patron la regarde, surpris. Mais Armand disait qu'il n'avait plus de famille, que tout le monde était mort pendant la guerre. Marguerite sourit tristement. C'est ce qu'il voulait que les gens croient. Le patron disparaît dans l'arrière-salle et revient avec une boîte poussiéreuse. Après l'incendie, on a récupéré quelques affaires. Personne n'est jamais venu les chercher. La mairie les a gardées, puis elles ont fini ici. Si vous êtes vraiment sa femme, elles vous reviennent. Marguerite ouvre la boîte. Des outils rouillés, un chapelet cassé et une enveloppe jaunie. À l'intérieur, une photo. Marguerite. Devant la confiserie Bertrand. Avril 1949. La même photo que celle exposée à Lyon. Mais celle-ci, c'est l'original. Celle qu'André avait gardée. Au dos, des mots écrits au crayon, d'une écriture tremblante qu'elle reconnaît immédiatement. Marguerite. Si tu lis ceci, cela signifie que tu m'as trouvé, ou que tu n'as pas abandonné. Pardonne-moi. J'ai fui parce que j'étais lâche. Je suis restée loin parce que j'avais peur de ruiner ta vie. Je t'ai vu ce jour-là, et j'ai compris que tu allais bien. Cela m'a suffi. J'ai vécu des années avec ta photo. Ce n'était pas une grande vie, mais c'était la mienne. Et chaque jour, en te regardant, je choisissais de rester en vie un jour de plus. Je n'attends pas ton pardon. J'espère seulement que tu saches ceci. Je t'ai aimé, même de loin, même en silence. Je t'ai aimé jusqu'au dernier jour. André. Marguerite ne pleure pas. Pas encore. Elle tient la photo contre sa poitrine et ferme les yeux. Le patron respecte son silence. Après un long moment, elle demande d'une voix calme. « Parlez-moi de lui. Comment était-il » Le patron réfléchit. Discret, travailleur. Il réparait les jouets des enfants gratuitement. Ça les rendait heureux. Lui aussi, je crois. Mais il buvait beaucoup. Surtout les soirs. Il s'asseyait toujours à cette table là-bas, au fond. Regardait cette photo pendant des heures. Une fois, je lui ai demandé qui c'était. Il a juste dit « quelqu'un que j'aurais dû mieux aimer ». Marguerite sent les larmes monter maintenant. Elle demande où il est enterré. Le patron secoue la tête. Il n'y a pas de tombe. Pas de famille pour réclamer le corps. Il a été enterré au cimetière communal, dans la section des indigents. Une croix en bois avec juste son nom, Armand Delmas. Marguerite se lève.
Pouvez-vous me montrer ? Le patron ferme le bar et l'accompagne. Le cimetière est petit, adossé à la colline. La croix d'André est presque effacée par le temps. Marguerite s'agenouille devant, ses vieux genoux craquant de douleur. Elle pose la main sur la terre froide. « Je te cherchais » murmure-t-elle. « Pendant toutes ces années, je refusais de croire que tu étais mort. Et maintenant je découvre que tu étais vivant, que tu m'as vu, que tu as choisi de partir. André, pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as pas parlé ? Nous aurions pu être heureux, même une heure, même un jour. » Le patron s'éloigne discrètement. Marguerite reste agenouillée, parlant à la terre. Elle lui raconte les années, la solitude, la culpabilité, les nuits où elle cousait jusqu'à l'aube pour ne pas penser, les moments où elle avait senti sa présence, comme un fantôme, et s'était dit qu'elle devenait folle. Maintenant, elle sait. Ce n'était pas de la folie. C'était de l'amour. Un amour si fort qu'il traversait le temps et la distance. Quand elle se relève enfin, le soleil commence à descendre derrière les montagnes. Le curé du village, le père Mathieu, l'approche doucement. « J'ai entendu parler de votre visite. Vous étiez mariée à Armand. » Marguerite hoche la tête. Le curé sourit tristement. « Il est venu me voir quelques mois avant sa mort. Il m'a dit « J'ai eu une vie bonne, petite, mais bonne. Et j'ai aimé quelqu'un vraiment. Il était en paix, madame. Il est parti en paix. » Cette phrase reste avec Marguerite pendant tout le voyage de retour vers Lyon. Il était en paix. Elle se répète ces mots comme une prière, comme une absolution. André n'est pas mort en souffrant dans un camp. Il n'est pas mort seul et oublié. Il a vécu. Il a travaillé. Il a aidé des enfants. Et il est mort en pensant à elle. C'est plus que ce qu'elle espérait. C'est tout ce dont elle avait besoin. Lyon, avril 1972. Marguerite rentre chez elle avec la photo dans son sac, celle qu'André avait gardée pendant 8 ans. L'original. Elle la place dans un cadre simple en bois, sans fioritures, et l'installe sur sa table de couture. Juste là, à côté de sa machine Singer noire qui a survécu à la guerre, au déménagement, à toutes les années de solitude. Chaque matin, en s'asseyant pour coudre, elle voit la photo. Et maintenant elle sait. André était là, derrière la vitrine, à 3 mètres d'elle, si près qu'elle aurait pu sentir sa présence si elle avait tourné la tête. Mais elle ne l'a pas fait. Et lui n'a pas traversé la rue. Ils sont restés séparés par ces 3 mètres qui auraient pu être des kilomètres. Ou des années-lumière. Les premières semaines, elle oscille entre colère et compréhension. Colère parce qu'il l'a abandonnée, parce qu'il a choisi le silence plutôt que de se battre pour leur amour. Compréhension parce qu'elle sait maintenant ce qui l'a retenue. Il l'avait vue heureuse, ou du moins en paix. Et il avait cru que revenir détruirait cette paix. C'était faux, bien sûr. Elle aurait tout abandonné pour le retrouver. Mais comment aurait-il pu le savoir ? Lucienne vient lui rendre visite régulièrement. Elles boivent du café et parlent de tout, sauf d'André. Puis, un jour, Lucienne ose la question. « Tu lui en veux ?» Marguerite réfléchit longuement. « Non », finit-elle par répondre. « Je lui en ai voulu. Mais maintenant je comprends. Il m'a aimée de la seule façon qu'il pouvait. De loin. En silence. Et peut-être que c'est la forme d'amour la plus pure. Aimer sans rien demander en retour. » En mai 1972, Marguerite retourne à Saint-Julien-du-Verdon. Cette fois, elle apporte des fleurs. Des roses blanches. Elle les pose sur la tombe d'André et reste là plusieurs heures. Elle lui parle. Pas de reproches, juste des souvenirs. Tu te souviens de notre premier rendez-vous ? Tu avais renversé du vin sur ta chemise et tu étais tellement gênée. Je trouvais ça adorable. Tu te souviens de notre mariage ? Il pleuvait. Tu disais que c'était un bon présage, que la pluie lave le passé et prépare l'avenir. Tu avais raison. Nous avons eu quelques belles années ensemble. Et même si elles ont été trop courtes, elles comptent. Elles comptent tellement. Elle prend une décision ce jour-là. Elle ne dira plus qu'André est mort en 1943. Elle dira la vérité. Il a survécu.
Il a vécu. Il a travaillé. Il a aidé des enfants. Il a existé au-delà de sa disparition. Ce n'est pas une tragédie. C'est une vie. Petite, discrète, mais une vie quand même. Quand elle rentre à Lyon, les voisines lui posent des questions. Alors, c'était vraiment lui? Marguerite hoche la tête. Oui, c'était lui. Et il allait bien. Il vivait dans un village de montagne. Il était menuisier. Il est mort en 1957. Paisiblement. Les voisines la regardent bizarrement. Tu n'as pas l'air triste. Marguerite sourit. Je ne suis pas triste. Je suis soulagée. Pendant 29 ans, je me suis demandé s'il avait souffert. Maintenant, je sais. Il a vécu. C'est tout ce qui compte. Les années passent. Marguerite continue à coudre. Ses mains tremblent de plus en plus, mais elle persiste. En 1975, une jeune femme vient lui demander de coudre sa robe de mariage. C'est la petite fille de Madame Bertrand, la propriétaire de la confiserie. Marguerite accepte. Pendant les essayages, la jeune femme remarque la photo sur la table. « C'est vous? Vous étiez si belle. Qui est l'homme dans le reflet ?» Marguerite sourit. « Mon mari. Il me regardait sans que je le sache. » Des années plus tard, j'ai découvert qu'il était là. La jeune femme fronce les sourcils. « C'est triste. » Marguerite secoue la tête. « Non, c'est de l'amour. Le genre d'amour qui survit à tout. Même à la séparation. Même à la mort. En 1980, Marguerite tombe malade. Rien de grave. Juste la vieillesse qui rattrape son corps fatigué. Elle a 62 ans maintenant. Ses mains ne peuvent plus coudre aussi finement. Elle prend sa retraite. Mais elle garde la photo sur sa table. Chaque jour, elle s'assoit devant et parle à André. Elle lui raconte sa journée. Les nouvelles du quartier. Les enfants des voisins qui grandissent. Les petites joies et les petites peines d'une vie ordinaire. En 1984, sentant sa santé décliner, elle écrit un testament. Simple. Elle laisse ses économies à une association qui aide les orphelins de guerre, ses meubles à Lucienne, et la photo. La photo, elle veut qu'elle soit donnée à la nièce de Madame Bertrand, Sophie, qui a toujours aimé l'histoire de l'amour silencieux. Pas un musée. Pas une exposition. Juste une famille. Une personne qui comprendra que cette image n'est pas un artefact historique. C'est une preuve que l'amour peut exister même dans le silence. Au dos de la photo, elle écrit quelques mots en français. Cette image n'est pas un souvenir. C'est une preuve qu'on peut aimer même en silence. Elle signe de son nom. Marguerite Delaunay. 1984. Elle meurt paisiblement en janvier 1985, à l'âge de 67 ans. Lucienne est à ses côtés. Dans ces dernières heures, Marguerite murmure quelque chose. Lucienne doit se pencher pour entendre. Il m'a vue une dernière fois. Et moi, je l'ai aimé pour toujours. C'est suffisant. Ses funérailles sont simples. Quelques voisins, quelques anciennes clientes. Le curé de Sainte-Nizier, qui la connaissait depuis des décennies. Personne ne pleure trop. Ce n'est pas une mort tragique. C'est juste une vie qui s'achève. Une vie qui a eu son lot de douleurs, mais aussi de dignité et de résilience. Sophie, la nièce de Madame Bertrand, hérite de la photo comme prévu. Elle la place dans le salon de sa maison, dans un cadre protégé. Quand ses enfants lui demandent qui sont ces gens, elle raconte l'histoire. L'histoire de Marguerite et André. De l'amour qui a survécu à la guerre. Du mari qui est revenu juste pour voir sa femme une dernière fois. De la femme qui a passé des décennies à porter le poids de la culpabilité et du deuil, avant de découvrir que son amour était resté vivant, même dans le silence. En 2001, un historien local qui fait des recherches sur la résistance à Lyon entend parler de l'histoire. Il demande à Sophie l'autorisation d'analyser la photo. L'analyse numérique confirme ce que Marguerite avait toujours su dans son cœur. Le reflet dans la vitrine correspond à 97% aux photos connues d'André Delaunay. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas un espoir désespéré. C'était réel. L'historien publie un article dans une revue académique. L'histoire de Marguerite et André devient un cas d'étude sur les destins séparés par la guerre.
sur les choix impossibles que les gens ordinaires devaient faire, sur l'amour qui persiste malgré tout. Mais pour Sophie et sa famille, ce n'est pas un cas d'étude, c'est un rappel. Un rappel que l'amour n'a pas besoin de grands gestes. Que parfois, aimer signifie laisser partir. Que parfois, le plus grand acte d'amour est de rester silencieux. Aujourd'hui, la photo est toujours dans la maison de Sophie, à Lyon. Elle a maintenant 68 ans. Ses petits-enfants connaissent l'histoire par cœur. Ils demandent souvent de la réentendre. L'histoire de la femme qui souriait devant une confiserie sans savoir que l'amour de sa vie la regardait à travers une vitrine. L'histoire de l'homme qui a choisi de disparaître pour protéger celle qu'il aimait. L'histoire de deux personnes séparées par 3 mètres et 23 ans, mais unies pour toujours par un amour qui n'avait pas besoin de mots. Et quand Sophie regarde la photo, elle voit plus qu'une image en noir et blanc. Elle voit une leçon. Que l'amour ne se mesure pas en années passées ensemble, mais en sacrifices consentis. Que parfois, la plus grande preuve d'amour n'est pas de rester, mais de partir. Que le silence peut être plus éloquent que 1000 mots, et que même les vies les plus ordinaires portent en elles des histoires extraordinaires, si seulement on prend le temps de regarder. Vraiment regarder. Comme Marguerite a finalement regardé. Comme André a toujours regardé. Avec amour. Malgré tout. Pour toujours. Cette histoire fictionnelle, inspirée de faits historiques réels, nous rappelle que parfois, l'amour ne se mesure pas au temps passé ensemble, mais au courage de laisser partir. Que le silence, quand il est habité par la tendresse, peut devenir une forme de fidélité plus forte que les mots. Et que certaines séparations ne détruisent pas l'amour, elles le transforment en mémoire. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Marguerite? Auriez-vous voulu savoir la vérité, même après tant d'années? Pensez-vous qu'on peut aimer vraiment quelqu'un sans jamais le revoir? Ou que le pardon vient avec le temps? Écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous avez une histoire ancienne dans votre famille, un amour perdu, un secret découvert trop tard, partagez-la. Elle pourrait inspirer une prochaine histoire sur cette chaîne. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits touchants. Cliquez sur le j'aime, activez la cloche et regardez les vidéos suivantes proposées à la fin. Chaque photo ancienne cache une histoire. Il suffit parfois d'oser la regarder autrement.